Qui est nous aujourd'hui? Les communautés Maya au Chiapas, le mouvement zapatiste et la construction d'un nous singulier pluriel. C'est la proposition que m'a faite à l'association à travers Dominique. Donc nous allons nous interroger sur cela et penser à ce qui est en jeu dans la fabrique de ce nous autres, non, singulièrement pluriel, pluriellement singulier à la fois. Non, avant d'aborder tous ces défis de la diversité culturelle dans la société, dans les mondes post-coloniaux, toutes ces relations entre universalité, pluralité, j'aimerais exprimer mes remerciements à toute l'équipe du banquet, à leur sensibilité, à leur générosité, aussi à ma famille qui m'accompagne. C'est la première fois pour moi. J'ai souvent expliqué quand je me présentais dans les communautés indiennes que j'étais d'une famille d'origine paysanne, des agriculteurs, et puis comme ils ne connaissent pas le mot agriculture, je dis c'est comme des paysans, mais ils ont un tracteur et beaucoup de dettes. Non, mais aussi ils parlent des langues qui sont réprimées, non, ce fameux patois dont je suis très fier que mon papa parle. Et puis je remercie cet auditoire, El Pueblo, comme disait quelqu'un ici, qui va me démontrer toute sa patience. C'est pas commun de disposer d'une heure devant un public de non-spécialistes de nos thèmes de recherche. Donc c'est un grand plaisir, c'est un honneur pour moi. Merci de votre écoute. Mes thèmes de travail, c'est la lutte pour l'autonomie des peuples indigènes. On les appelle de plus en plus maintenant en langue française les peuples autochtones, grâce au bénéfice des travaux des collègues québécois, non, chez qui il y a des peuples amérindiens, mais aussi des peuples inuits. Ici, je ne vais pas faire de distinction sémantique entre indiens, indigènes, indígenas en espagnol, et autochtones. Je travaille quelque chose qui s'appelle la politisation des identités ethniques. Non, je suis aussi formateur de professeurs bilingues interculturels, pas seulement maya, sinon d'autres régions du Mexique. La principale langue autochtone en Amérique latine, au Mexique, surtout au Mexique, c'est le nawa, la langue de ceux qui viendraient du peuple olmec, du peuple toltèque, qu'on a appelé aztèque. Mais eux, ils se revendiquent nawa ou, dans certains lieux, mexicaneros, non, mexicanos. Bref, le pueblo mexica. Donc je travaille à la formation de profs et la formation de formateurs. Non, donc on réfléchit beaucoup à cette question de la construction du nous. Non, et donc la question, la problématique que je vous invite à partager avec moi, c'est la suivante. Quelle réalité au pluriel, hein, de la construction du nous autres, dans des contextes autochtones? Quelle est cette idée de communauté, hein? Quels liens sociaux se tissent, se retissent, se détissent, hein? Donc les réflexions qui suivent, elles s'inscrivent dans un contexte précis, hein, c'est des réflexions situées, hein, dans l'espace, dans le temps. Alors rapidement, avant de rentrer dans le gros du sujet, j'aimerais faire une petite contextualisation. C'est difficile de parler de l'histoire des peuples indigènes en 3 minutes. Je vais essayer de le faire en résumant en 4-5 mots. C'est-à-dire de la colonie, de l'époque coloniale, non, jusqu'à presque nos jours, jusqu'à aujourd'hui, peut-être demain. On peut le résumer par les mots exploitation, spoliation des ressources naturelles, mais aussi symboliques, discrimination, racisme au pluriel sous toutes ses formes, même ce racisme de l'intelligence dont parlait Pierre Bourdieu dans Questions de sociologie, non, le racisme de ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas. Il écrivait qu'on dirait qu'aujourd'hui les titres universitaires ressemblent un peu à ce qui était autrefois les titres de noblesse ou les titres de propriété. Non, il nous donne une certaine légitimité, on a une illégitimité à parler sans savoir. Donc l'Indien, l'autochtone, l'indigène, l'indigène est le produit du colonialisme. C'est ainsi que
que le définissent les anthropologues critiques, non, du Mexique et d'Amérique latine en général. Donc il ne faut pas romantiser les choses. Et dans ces vastes étendues de terres boisées de la forêt Lacandon, la selva Lacandona, non, près du Guatemala, non, côté mexicain, se sont installés des haciendas, un grand système d'haciendas semi-féodales, un système horrible, contrôlé par l'Église, des groupes dominicains d'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle, qui s'installaient derrière les exploitants de bois précieux comme l'acajou, qui s'exportaient. Mais au Chiapas, la révolution de Emiliano Zapata, non, assassiné en 1917, pour qui la terre appartient à ceux qui la travaillent, un slogan qui est toujours repris dans tous les mouvements agraires en Amérique latine et au-delà. Cette révolution agraire n'est pas parvenue au Chiapas, non, au début du siècle, ni au milieu de siècle. La concentration des terres dans les mains de quelques-uns, souvent étrangers, a duré jusqu'en 1994. 1er janvier 1994. Mais avant de parler du soulèvement zapatiste, j'aimerais parler des acteurs, des sujets qui ont un peu préparé le terrain à cette politisation des identités. D'abord des hommes et des femmes très respectueux, très respectables, de la théologie de la libération, dans sa version locale, la théologie de la libération indienne, sous la houlette d'un grand évêque, Samuel Ruiz, El Tatic, dans les langues indiennes, qui veut dire le Père, notre Père. Non ? Alors, quand on s'imagine qui sont ces religieux, ces religieuses, qui n'ont peur de rien, et qui font un don de soi, il faut faire abstraction des religieux qu'on connaît et des charmants voisins qui nous accompagnent, et penser qu'il y a tout un travail social derrière cet engagement personnel, collectif, non, de personnes qui ont jeté la soutane et qui ont été construire le monde de Dieu, d'abord en essayant de remplir le ventre avant de faire du prosélytisme. Et dans un contexte multilingue, multiethnique, un contexte d'organisation paysanne aussi, qui s'inscrivent dans des démarches qu'on retrouve dans d'autres pays, non, des organisations d'inspiration maoïste, guévariste, non, qui s'installent dans les années 70, non, et qui changent avec la réalité. Non. Les fondateurs du zapatisme, selon les propres autorités zapatistes, étaient dans un premier temps des métis mexicains universitaires, peut-être philosophes, non, et des leaders indiens qui luttaient pour la terre. Ils ont accumulé des forces en silence, comme ils disent. Entre 1983, fondation dans la clandestinité de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, EZLN, pour les sigles en espagnol, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Et nous ont surpris tous, non, le 1er janvier 1994, en prenant symboliquement des villes, des mairies, et surtout en récupérant des grandes extensions de terre, peut-être plus de 100 000 hectares de terre très fertiles qui étaient aux mains de ces grands propriétaires terriens. S'en est suivi beaucoup de choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails, je renvoie à des chronologies qu'il y a dans différents livres que vous trouverez dans l'excellente table Mexique qui y a tout au fond à gauche de la librairie derrière. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les zapatistes ont créé de nouveaux villages, nuevos poblados, ils les appellent, où tout le monde est militant zapatiste, non, et on travaille la terre en commun, en collectivité, mais à côté, on a aussi sa parcelle familiale. De 2003 à 2006, la guerre d'usure, cette guerre de basse intensité, comme on la voit dans les manuels de contre-insurrection américains, ne s'est pas terminée, non, avec la fausse alternance politique, après 71 années d'un parti unique au pouvoir. Cette guerre d'usure, elle continue avec la militarisation, la paramilitarisation, c'est le contexte actuel. Et
En 2011, on entend parler encore une fois des zapatistes, et surtout le 21 décembre 2012, on les entend dans un bruit fracassant de silence défiler dans les rues de San Cristobal, plus de 40 000 cagoulés, et S et EES, avec des enfants aussi, qui défilent en silence. Non, j'ai un silence assourdissant pour dire aquí estamos, nous sommes là, et on ne partira pas. Et le 15 février dernier, non, 2013, pardon, ils ont lancé une nouvelle initiative, toujours pacifique, qu'ils appellent la Escuelita, la petite école. J'y reviendrai à la fin. C'est toute une démarche de formation et d'échange entre ceux qui luttent, comme ils disent eux, en bas et à gauche, du côté du cœur. Et le 26 mai dernier, il y a eu un texte très important qui a été lu et transcrit et qui est traduit dans beaucoup de langues. C'est le dernier texte de celui que maintenant je vais appeler le défunt, el finado en espagnol, el subcomandante insurgente Marcos, non? Poète, philosophe, un grand intellectuel, avec des textes très profonds. Donc il a lu son dernier texte. Il justifie un petit peu sa disparition, sa mort. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie à différents sites qui existent en français, celui du Comité de solidarité avec le peuple de Chiapas en lutte, CSPCL, ils sont situés à Paris. Et il était devenu un distracteur dans la communication, c'est comme ça qu'il l'interprétait, plutôt qu'un porte-parole chargé comme il l'était, non, par une armée d'Indiens pacifistes, pas désarmés, alors que des centaines de communautés aujourd'hui peuvent communiquer sans intermédiaire, non, avec le reste de la population. Non. Donc le zapatisme, le mouvement zapatisme, on peut le définir rapidement, très schématiquement, comme l'hybridation d'un double mouvement religieux révolutionnaire, d'intellectuels, comme je disais, avec les peuples mayas, qui vont les transformer en s'appropriant des aspirations libératrices, émancipatrices. Donc, cette question de la diversité culturelle, qui nous mène à l'autre grande question, celle de l'interculturalité, non, des relations entre cultures, non, des relations qui ne sont pas dépourvues de tensions, de conflits. Il ne faut pas parler d'harmonie, moi je ne suis pas des tenants de la division harmonique de la société, au contraire, il y a beaucoup de conflits. Et donc ces peuples qui sont Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Mam, non, des peuples mayas, non, s'insurgent contre toute tentative d'homogénéisation, non, depuis l'interculturalité critique, non, mais en essayant de voir la diversité et de revaloriser la diversité des savoirs, des identités, des mémoires collectives. Non. Il y a une phrase un peu connue qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été dite par la mayor Ana Maria, qui a disparu de la circulation ensuite, en 1996. Et elle a donné la bienvenue au Chiapas avec un discours qui a commencé comme ça. Je vous le dis en espagnol et je traduis ensuite. Bienvenidos en un mundo donde somos iguales porque somos diferentes. Bienvenue dans un monde où nous sommes égaux parce que nous sommes différents. Non ? Donc là, ce n'est pas en dépit ou malgré du fait que nous soyons différents. C'est bien parce que nous soyons différents. Donc ça nous, comme on dit en espagnol, ça nous renverse la tortilla, non ? Ça nous envoie les choses d'une autre manière. Hein. Donc tout ça s'oppose à ce qui est en vogue dans les théories du multiculturalisme néolibéral, non ? Où la reconnaissance de la diversité est nécessaire au capitalisme pour accroître les profits. Non ? Donc, loin de nous l'idée d'un pluralisme condescendant, angélique, non ? Qui conduit à des formes de relativisme interculturel inacceptables. Et au lieu de parler d'un pluralisme qui ne peut rester comme une figure de constat, non ? Je reprendrai à mon compte l'idée, un néologisme d'un collègue médiéviste, vous retrouvez ses livres ici, qui s'appelle Jérôme Bachet,
un bouquin qui vient de sortir aux éditions de la Découverte en janvier dernier, qui s'appelle « Adieu au capitalisme, autonomie, société du bien-vivre et multiplicité des mondes ». Donc il nous propose le néologisme de pluriversalisme. Pluralisme, universalisme. Donc dans le sous-chapitre « Vers un pluriversalisme interculturel ». Il nous raconte la chose suivante. L'effort pour construire un universalisme concret chemine sur une ligne de crête étroite entre une homogénéisation destructrice de la diversité et des particulturalismes essentialisants. C'est pourquoi on préférera parler de pluriversalisme pour rendre sensible la conjonction aussi nécessaire que difficile de l'unité et de la pluralité. C'est bien cette conjonction qu'exprime l'aspiration zapatiste à construire un mundo en donde quepan muchos mundos, un monde fait de nombreux mondes, ou, pour être précis, un monde où de nombreux mondes aient leur place. Dans cette formulation, la multiplicité des mondes n'est pas donnée pour elle-même, comme constat d'une simple coexistence. Elle s'articule à l'unité d'un monde commun, organisé de manière à respecter sa multiplicité constitutive et à lui permettre de s'épanouir. La pluralité des mondes et la reconnaissance d'un domaine partagé vont de pair, et elles sont même strictement indispensables l'une à l'autre. C'est à partir du commun et de la coparticipation à ce qui est partagé que la reconnaissance de la multiplicité prend sens, dans le même temps où le commun ne peut se construire qu'à partir de la pluralité des expériences qu'elle implique. Mais en quoi peut consister la part partagée de ce pluriversalisme ? Au vu des fausses constructions auxquelles ont donné lieu jusqu'à présent les prétentions à dire l'universel, toujours particulières, et le plus souvent dominatrices, il paraît raisonnable de tout reconsidérer et d'admettre qu'il n'y a pas d'universel préétabli, donné par avance. Le nous est humain, nous disait-on hier, chers camarades. Le nous est humain. Nous sommes humains. Mais le problème, c'est que dans les cosmovisions des peuples indigènes, des peuples autochtones, dans les manières de voir le monde, en Amérique latine pour le moins, la mère nature, la Pachamama, comme on dit en Amérique du Sud, non, est humaine elle aussi. Du moins, la relation étroite entre l'homme et la nature. Non. Donc il y a une certaine interdépendance, non, entre le genre humain, le genre animal, le monde végétal. Non. Donc la terre ne peut se vendre, l'eau ne peut se vendre. Non. Ce qui justifie beaucoup de luttes aujourd'hui des peuples. Non. Donc ce nous autres, nosotros en espagnol, non, nous les autres, non, ça, on n'a pas ça en français ni en anglais et encore moins en portugais, je ne sais pas si en catalan, mais ou en occitan. Ce nous autres communautaire, donc qu'il ne faut pas idéaliser non plus, se construit sur la base d'un projet commun, d'un vivre ensemble, non, finalement d'un projet militant aussi, non, de familles étendues. On est nombreux dans les familles au Chiapas, donc projet à géométrie variable, à géographie variable. Non, des communautés où tout le monde n'est pas zapatiste, voire il y a certaines personnes anti-zapatistes, non, formées, instrumentalisées par le gouvernement, mais où le dénominateur commun des unions locales, nationales, internationales, c'est l'anticapitalisme. Non, l'union des discriminés de tout genre, même les transgenres. C'est-à-dire une construction lente, pas à pas, où chaque communauté décide à son rythme, à sa manière, d'où une diversité extraordinaire et fascinante, non, des situations et des conditions communautaires. Qu'est-ce qui donne et fait sens dans ces villages qui ont en commun une histoire d'exploitation, de discrimination, mais aussi des manières singulières de vivre en commun? Des communautés, donc, avec toute cette charge idéologique religieuse issue de la colonie, non, du contrôle colonial sur les peuples. Non. Donc pour répondre, je vais apporter des données ethnographiques sur la construction de l'autonomie zapatiste 20 ans après le soulèvement, une sorte de bilan panoramique de la vie quotidienne de près de 2 décennies de lutte pour la construction de l'autonomie chez des paysans indiens, pauvres. Donc cette demande d'autonomie ne faisait pas partie des premières revendications zapatistes en 1994. Non, elle l'est devenue par la suite, rapidement, au contact d'autres organisations autochtones mexicaines,
dans le contexte des négociations des accords de San Andrés. Ces accords, c'est des accords négociés entre différents peuples indiens et les gouvernements, sauf que le gouvernement a signé mais n'a jamais appliqué. Donc les zapatistes appliquent de manière unilatérale. Rapidement, pour les connaisseurs, il s'agit de reprendre les droits qui existent au niveau international, dans la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui aujourd'hui a une nouvelle figure à travers la Déclaration internationale sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies. La France a signé cette dernière déclaration, mais n'a pas signé la Convention 169, parce que les peuples autochtones amérindiens de Guyane, des autres colonies départementalisées ou pas départementalisées, pourraient peut-être demander des droits. Ce serait gênant. Hein. Donc, et dans la vie quotidienne, ça se concrétise par des projets d'autogouvernement qui vont dépendre des conditions sociales de production de ces projets. Conditions agraires, conditions géographiques, économiques, conditions de communication avec l'extérieur, et surtout des leçons tirées d'expériences passées. Aussi en Amérique centrale, non ? Il y a eu des guerres terribles dans les années 70-80. D'où la difficulté de définir l'autonomie par rapport à des effets dans la vie quotidienne et une trop grande facilité de la définir à partir de l'idée de se donner des normes, des règles d'autogouvernement, dans le but de se saisir des ressources disponibles en vue d'assurer un certain contrôle populaire sur le devenir commun. D'où l'idée que je défends, que l'autonomie puisse se défendre comme un projet collectif, endogène, depuis le bas, témoignant d'actions qui contribuent à la légitimation d'un vouloir vivre ensemble. Certains intellectuels mexicains parlent d'expériences de démocratie communautaire, comme le philosophe Luis Villoro, qui vient de décéder. D'autres intellectuels, comme Gustavo Esteva, de l'Université de la Terre à Oaxaca, parlent de démocratie radicale. Donc, en quoi consiste ce gobierno colectivo, comme ils disent, gouvernement collectif, au gobierno común, on les entend dire, non ? Avec tous ces changements, avec toutes ces difficultés, et aussi avec ces rituels, dans le sens anthropologique, ces fonctions, ces efforts par rapport à la participation qui doit être forte. Donc on va parler de cela, et ensuite, rapidement, on abordera la question de l'économie sociale, du coopérativisme, des grands projets d'éducation, de santé, de justice, du rôle des femmes, des relations avec les non-zapatistes et les alliés autochtones. Donc d'abord, la question du gouvernement collectif. On a entendu récemment plusieurs bases d'appui zapatistes, donc militants non armés, dans les villages paysans, qui ont dit la chose suivante. Nous n'avons plus peur de nous gouverner par nous-mêmes. Et maintenant, c'est le gouvernement, l'État, à qui on fait peur. Alors, cet autogouvernement se donne sur 3 niveaux. Donc, d'abord, le niveau de la communauté ou du village, autogéré. Le niveau de la commune, différentes communautés qui peuvent avoir entre 2-3 familles jusqu'à une centaine de familles, et qui prennent des accords pour travailler de manière confédérée, on va dire. Et au niveau des régions, ces communes s'allient dans ce qu'on appelle aujourd'hui des escargons, puy en langue maya, caracoles en espagnol, avec à sa tête des instances de coordination qu'ils appellent les conseils de bon gouvernement, qui reposent, alors ces 3 niveaux reposent sur 2 choses importantes. Sur le système de charge de gestion, cargos en espagnol, c'est des rémanences de l'époque coloniale, qui on donne un poste de responsabilité à des personnes qu'ils méritent. Non, ça peut toujours lire et écrire, mais ils ont un certain art ou une certaine science de l'art de gouverner. Non ? Et aussi, cela repose sur un système d'assemblée, des pratiques d'assemblée. Et cela limite le caciquisme, cela limite la corruption. Parce que cela repose sur ce que j'appelle la loi des 3 R. Rotation, révocabilité et le processus
de rendre des comptes, non, informer sur les actions, les décisions prises, de manière systématique. Les zapatistes, ils appellent ce principe d'autogouvernement, ils l'appellent el mandar obedeciendo, c'est-à-dire le diriger en obéissant. Essayer de trouver cet équilibre. Donc la rotation, parce qu'on tourne, il y a un certain turnover. Il n'y a pas de professionnalisme dans l'éducation, ni dans la politique. Non, il n'y a pas de parti. Non, il y a une révocabilité de ces charges. C'est-à-dire que si ces personnes qui ont gagné la confiance la trahissent, on va leur demander gentiment d'être remplacés et de retourner aux travaux des champs. C'est pas toujours facile de reprendre la machette pour aller travailler au champ après avoir eu l'honneur de présider des réunions. Et la question de rendre des comptes. Ah, si nos gouvernés ici pouvaient rendre des comptes. Bref, cela n'empêche pas qu'il y ait des difficultés par rapport justement à la circulation des savoirs, non, des savoirs sur la gestion politique des affaires. Et des difficultés parce que certaines personnes ont plus de légitimité que d'autres, sont plus reconnues que d'autres, non, parce que peut-être ils ont été au combat en 94, donc c'est quelque part des héros locaux, non, et les petits jeunes qui arrivent et qui sont plutôt de notre génération, mais ont plus de difficultés à faire leur place, non, dans ce monde. Mais cela est compensé par le partage des expériences, en assemblée, en comité, en commission, dans les différentes réunions. Donc là, je reprendrai à mon compte Castoriadis. Ça m'a fait très plaisir que Castoriadis soit le premier en rentrant à gauche, là, dans la salle. Dans le carrefour du labyrinthe, il fait... Alors, je ne sais plus quel tome, hein, pardon. Il fait référence aux stratégies de l'autonomie, en remarquant que l'hétéronomie recule, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autonomie, c'est-à-dire la domination totale. Quand l'hétéronomie recule, cela ne signifie pas systématiquement que l'autonomie s'étend. C'est-à-dire on ne gagne pas en autonomie seulement quand on est un peu moins dominé. Ça se gagne, l'autonomie. En effet, il perdure le risque d'imposer les vues d'un ou de plusieurs représentants. Et la participation est parfois limitée. Par exemple, il y a toujours une domination masculine de certaines manières, j'y reviendrai sur la question des femmes. Et certains hommes plus âgés, plus respectés, qui disent « Oh non, on va laisser la place aux jeunes, là, c'est plus notre sort ». Donc il semble vouloir s'effacer de la scène politique. Donc la vie politique quotidienne peut se voir sous l'angle de différents rituels, comme Marc Ablès les appelle les rituels de pouvoir, qui sont des rituels de savoir, comme le sont les assemblées. Ces pratiques d'assemblée, non, bien préparées des fois, bien ficelées, qu'il ne faut pas non plus donc idéaliser, mais qui sont plus participatives, hein, qui sont plus participatives que l'auditoire ici présent. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas ce silence mortifère, non ? Les femmes chuchotent d'un côté, les enfants rentrent en courant, en sortant. On interrompt la parole de celui qui semble la monopoliser. Ça peut durer des heures, des heures. Ça se fait en langue indienne, non ? Des fois, moi, j'ai mon traducteur à côté, et puis... Alors, de grandes... Alors, je dis, qu'est-ce qu'il a dit, là ? Il vient de parler 5 minutes. Il me résume en une phrase. J'ai dit, non, c'est pas possible. Raconte-moi. Donc les femmes, les tours de parole se succèdent, mais des fois les votes contournent la recherche systématique de consensus. On cherche le consensus, mais on ne l'a pas toujours. Non ? Bref, il y a d'autres ritualités de pouvoir et de savoir qui se retrouvent à des dates fixes, comme le 1er janvier, bien sûr. Le 8 mars, le jour international de la lutte des femmes. Le 8 août, date de la naissance de Zapata, mais aussi de la naissance de ces fameux caracoles, de ces fameuses régions autonomes en 2003. Non, quand l'armée zapatiste donne le pouvoir, rend les responsabilités aux civils. Ou le 17 novembre, quand l'anniversaire de la fondation de la clandestinité de l'EZLN. Donc on chante l'hymne national mexicain, on chante l'hymne zapatiste, il y a des discours d'autorité. Les autorités parlent, on les écoute. On joue au basket, il y a des interludes musicales sur des rythmes de chants révolutionnaires, los corridos. Non ? On danse beaucoup. Donc c'est des lieux très fréquentés par les jeunes qui constituent plus de la moitié de la population locale quand même. Non ?
Alors, la population locale, combien de zapatistes? On ne sait pas. Et j'espère qu'on ne saura pas. Il n'y a pas de chiffres pour des raisons stratégiques. Non, et aussi sur l'évolution permanente. Non, on peut sortir des bases zapatistes et on peut venir frapper la porte si on a besoin d'un lopin de terre. Mais certains observateurs parlent de plus de 250 000 autochtones, mayas, au sens large, en incluant les sympathisants, etc. Et présents dans plus d'1 millier de villages, dans 27 nouvelles communes, dans 5 conseils, organisés dans 5 conseils de bon gouvernement, donc présents sur plus d'une centaine de milliers d'hectares de terre, pas toutes récupérées, certains sont des bastions traditionnels des peuples indiens, donc des territoires vastes sans continuité géographique claire. Ça a été très difficile de faire une carte, on a publié une carte ici dans ce livre collectif. C'était vraiment pas facile. Donc on peut parler d'une aspiration à un développement de type autosoutenable, durable, autocontrôlé, qui peut constituer la base matérielle de cette autonomie. Donc les zapatistes se passent des maigres subsides de l'État, qu'ils assimilent ces subsides à des stratégies anti-insurrectionnelles pour miner les soutiens à l'EZLN. Donc en réaction, ils ont construit beaucoup de coopératives. Déjà, il y a un mouvement coopératiste beaucoup plus ancien dans la région qui tente de généraliser avec des succès plus ou moins réguliers en parallèle à des productions individuelles, familiales. Donc il y a un certain collectivisme, mais il y a une production familiale de culture vivrière, les haricots, surtout le maïs. Alors attention, la participation n'est pas toujours égale entre les individus, certains travaillent plus dur que d'autres et s'en plaignent. Les prix de marché ne sont pas contrôlés par les producteurs qui restent victimes des coyotes, c'est-à-dire ces intermédiaires, ces commercialisateurs. Donc pour contrecarrer tout ça, ils ont construit un réseau d'entrepôts, des bodegas, pour faire baisser les coûts d'approvisionnement des coopératives de consommation locale dans chaque communauté. Aussi, les femmes ont construit des banques autonomes, des banques solidaires, un petit peu sur le modèle ancien de nos mutuelles. Des fonds qui contribuent à financer ces travaux collectifs, ces projets en commun de production, et qui renforcent donc le coopérativisme, et surtout qui aident quand il s'agit de faire la fête. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'éducation, un peu rapidement. C'était l'objet de ma thèse. Alors je vais vous lire directement des témoignages transcrits de l'espagnol à l'espagnol par mon épouse et traduits par nos soins à l'espagnol et qu'on a publiés en français. C'est pas évident ce travail de traduction. J'en reparlerai tout à l'heure. Notre idée, alors là, Manuel, un jeune dirigeant zapatiste, janvier 2008. Notre idée, c'est que les enfants vont un jour devenir des autorités du bon gouvernement. Il leur faut se préparer pour apprendre à être autonomes, pour défendre le peuple, el pueblo, défendre la terre, parce qu'il faut savoir comment régler les problèmes. Et les enfants savent que nous sommes en lutte. Mais ils doivent comprendre pourquoi. Il n'y a rien à attendre du mauvais gouvernement, el mal gobierno, le mauvais gouvernement. Pourquoi des camarades sont tombés au combat en janvier 1994 ? Pourquoi notre devoir est de servir l'organisation zapatiste en travaillant collectivement ? Ça se passe de commentaires. Un autre, un parent d'élève, en 2007, du peuple tseltal. Notre promoteur d'éducation, ils n'emploient pas le mot d'instituteur, il y a une mauvaise connotation. Notre promoteur, c'est nous qui l'orientons, pour qu'il soutienne l'éducation. Si le peuple ne l'oriente pas, il n'y a pas d'éducation. On lui dit par quelle voie il doit passer. Par exemple, on lui dit qu'il faut lutter pour améliorer les cours, qu'il doit enseigner la vérité sur comment sont les choses, comment sont nos coutumes, nos droits, le combat de l'EZLN et des autres organisations qui luttent pour la terre comme ici. On lui dit, à notre promoteur, qu'il doit demander du matériel scolaire à la commune. On est content quand chaque enfant reçoit un paquet. Il n'y en a pas toujours quand on en a besoin. C'est nous qui devons trouver la manière de résister. Et un dernier entretien de Pedro, un éducateur, donc un promoteur d'éducation, il est aussi formateur, on a travaillé ensemble. Il dit la chose suivante, sur les thèmes abordés, sur les contenus. On part des idées et des savoirs que l'on peut récupérer auprès des anciens du village, des autorités, des parents, mais aussi des enfants et des camarades solidaires qui nous rendent visite.
Ensuite, on voit ce qui nous sert. On met de côté ce qui ne nous convient pas. On consulte notre comité d'éducation et notre assemblée sur les connaissances véritables, j'y reviendrai, qui sont importantes pour le peuple. C'est le peuple qui décide, et on doit respecter sa parole, même si quelquefois je ne suis pas vraiment d'accord, comme l'autre jour, quand l'assemblée m'a ordonné de ne plus jouer avec les enfants pendant l'école, parce que certains parents pensent qu'on ne peut pas apprendre en s'amusant. Et je n'ai pas su comment leur dire que ce n'est pas vrai du tout. Mais la prochaine fois, je vais les convaincre. Donc voilà. Donc cette éducation qui enseigne la vérité, comme ils disent, l'éducation véritable. Alors ça m'a fait penser un petit peu. Et je vous invite à penser un peu avec moi dans plus de 500 ou 600 écoles qu'eux appellent autonomes. Mais ce n'est pas l'école qui est autonome dans le sens autogestion de nos modèles occidentaux. Sinon, c'est le système politique qui est autonome. Donc, a priori, plus de 45 000 enfants se seraient assis sur ces bancs d'écoles modestes, construites par les parents, mais des fois dans la maison où avant habitait le grand propriétaire terrien. Donc les projets, ils s'appellent souvent dans les municipes, parce que c'est des projets communaux, ils s'appellent souvent des projets d'éducation véritable, educación verdadera. Donc c'est la traduction en espagnol de leur propre langue. Donc, enseigner la vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Donc, ça veut dire apprendre notre propre histoire, notre propre manière de voir le monde, non? À partir des demandes que nous avons, à partir de nos propres besoins. Non? Apprendre à être autonome, apprendre à défendre ses droits, à s'autogouverner. Non? Donc cela se fait à part du système politique. Ce n'est pas des enseignants rémunérés par l'État, sinon qu'ils reçoivent une charge. Donc, ils peuvent être, comme je vous disais, peuvent être révoqués. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, souvent pour des questions de violence. Et certains se démotivent, parce que bon, c'est pas facile de travailler pour la cause. Donc c'est une éducation interculturelle qui ne dit pas son nom, parce que qui parle d'interculturalité maintenant dans les pays néolibéraux américains, ce sont les gouvernements, de manière très rhétorique. Donc ils préfèrent parler d'autre chose. Donc ça peut être vu, on peut pas l'analyser depuis la lorgnette d'auteurs occidentaux, occidentalocentristes, voire ethnocentristes. On en connaît quelques-uns. Mais à partir plutôt d'une épistémologie du Sud, comme l'appelle Boaventura da Sousa Santos, un grand sociologue portugais qui partage son travail entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, l'Amérique latine en général. On le lit beaucoup à Boaventura. Donc il parle d'un virage décolonial. Non, il y a tout un courant de pensée très influent aujourd'hui en Amérique latine, où on essaie de penser les choses à rebrousse-poil. D'où une traductabilité, on en parlait hier avec Camille et avec Leïla, une traductabilité qui prend tout son sens dans ce qu'on appelle un grand concept, qu'on travaille beaucoup dans la recherche pour éducation au Mexique, qui s'appelle le dialogue des savoirs, depuis une écologie des savoirs. Alors, de quel dialogue on parle? Pas exactement de celui de Platon, mais plutôt d'un dialogue entre ceux qui savent, entre ce savoir universel et ce savoir de ceux qui se disent ignorants. En espagnol, les ignorants, ignorantes, parce qu'ils ne sont pas appris à lire et écrire, mais ils parlent plusieurs langues, ils connaissent plusieurs codes culturels, comme l'appelait Père Bourdieu, non? Les codes culturels qui permettent de traduire, de décoder, non seulement les langages, mais aussi les savoirs. Donc, ce dialogue de savoir qui nous mobilise beaucoup, il nous permet de voir que ce qui est en jeu, aussi bien pour les sciences humaines et sociales que pour la philosophie en général, les philosophies en général, c'est de comprendre et de prendre en compte les implications d'un pluralisme épistémologique. Bon, de différentes formes d'appréhender, de s'approcher des savoirs. Et beaucoup d'auteurs qui écrivent sur ce sujet-là
du moins au Mexique, en Amérique latine, sont liés à l'Église à la théologie de la libération, non pas ceux qui brûlent des livres, qui font des autodafés, mais plutôt ceux qui les écrivent et qui en discutent, qui seraient avec nous aujourd'hui ici si on était dans un autre contexte, et qui ont développé des études d'histoire, de linguistique, comme André Aubry, dont vous retrouverez des livres ici, dans une très bonne bibliothèque, et surtout Carlos Lenkersdorf. Alors Lenkersdorf, Aubry était français, Lenkersdorf était allemand. Ils ont souligné dans leurs études réalisées dans les années 80-90 que les Mayas possèdent une vision du monde fondée sur la puissance du nous collectif. Car dans les langues mayas, on pluralise beaucoup. On ne parle pas depuis le je, on parle depuis le nous. Donc c'est pas seulement parler depuis la première personne du pluriel, c'est aussi une manière de voir les choses. Donc je suis parce que nous sommes. D'où le besoin des intellectuels et de ceux qui ne sont pas intellectuels non plus, qui sont des travailleurs aussi, de lire dans d'autres langues. Moi, je m'énerve beaucoup contre les collègues qui ne citent dans leur bibliographie que des auteurs de leur propre langue. C'est quand même assez réducteur. Donc quand on me demande, comme Christian me l'a demandé, mais pourquoi tu ne publies pas de livres en français? Bon, il y a plusieurs raisons, mais il y a une raison toute simple. C'est que la langue française, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on... Oui, c'est une langue savante, une langue respectée, mais si je publie en anglais, en espagnol, peut-être même en portugais, je serais beaucoup plus lu, et surtout, je pourrais débattre avec des gens qui travaillent dans d'autres réalités autochtones en Amérique du Sud ou dans d'autres régions, aussi avec ceux qui travaillent avec le mouvement des Sans-Terres au Brésil, non, qui est la plus grande organisation politique paysanne et qui est liée avec les zapatistes, non, pour son histoire liée à la pastorale de la terre. Non. D'où l'importance du collectif dans l'imaginaire et dans le politique, les consultations, la rotation. Avant de conclure, je voudrais vous parler rapidement de la santé, de la justice et des femmes, ainsi que de la relation avec les non-zapatistes. Donc on a des cliniques dans chaque petite commune, des points de santé, des postes de santé construits avec des aides internationales, des aides nationales. Le nombre de promoteurs de santé est très élevé. Il y a plusieurs milliers de promoteurs de santé autochtones mayas zapatistes. Il y en a plusieurs par village. Santé générale, médecine par les herbes, sage-femme traditionnelle, et aussi de ce que parle Jimena, une camarade qui est du Nicaragua. Elle parle de l'expérience des promoteurs de santé mentale, comme ils s'appellent, c'est-à-dire des espèces de psychologues communautaires qui débarquent dans le village pour guérir avec la parole après le passage d'un groupe paramilitaire, par exemple. Alors là, il y a réellement un bilan très positif. Non, si dans l'éducation il y a des difficultés, c'est pas facile, sans beaucoup de... Et ce bilan positif dans la santé, de plus de 20 ans, c'est des résultats qui sont reconnus par les non-zapatistes aussi, qui viennent se présenter pour se faire soigner gratuitement. Non, dans la justice aussi, il y a des avancées, mais il y a aussi des difficultés qui sont reconnues par les zapatistes. Donc dans chaque commune, il y a un juge élu qui fait partie des autorités municipales, qui fait du travail de conciliation, d'arbitrage, on appellerait ça en français. Donc il y a des prisons, des petites cellules. Souvent, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas besoin de cadenas là-bas, il y a un contrôle social assez fort dans les villages, dans les communautés. Mais les zapatistes reconnaissent qu'ils ont un besoin de recevoir des aides stratégiques pour la réhabilitation, ce qu'eux appellent la rééducation, non, à travers le travail d'intérêt général. Non, comme le pratiquent les polices communautaires qui se sont développées dans les 15-20 dernières années au Mexique. Alors, c'est des polices qui sont incrustées dans les structures d'autogouvernement des communautés. Alors, pas seulement chez les Mayas, dans d'autres lieux, surtout dans l'état de Guerrero, où il y a plus de 100 communautés. Alors là, j'ai une petite parenthèse d'actualité. Aujourd'hui, enfin cette année, elles ont été très frappées par la répression dans un contexte de guerre contre le narco, le crime organisé, on entend beaucoup dans les médias en espagnol, où l'État et la police sont en connivence malgré tout. Donc un pays, le Mexique, où le nombre de morts est énorme. Plus de 100 000 morts, des disparus, des dizaines de milliers de disparus. Donc seule la Syrie, au niveau international, dépasse ces chiffres atroces. Bref,
Donc les polices communautaires ont prouvé l'efficacité de l'organisation communautaire pour se défendre. Malgré cela, l'État ne les tolère pas. Les femmes. On a discuté beaucoup avec mon épouse, qui est mexicaine. Elle dit, mais comment ça se fait la dernière fois que tu as parlé? Tu n'as pas développé assez. Donc là, je vais développer en 3-4 minutes. Mais bon, elle n'est pas là, garde les enfants. Ça. Alors vous ne lui direz pas. Alors on a réfléchi à la traduction d'un slogan hier. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. C'est un slogan des femmes zapatistes. Alors, quand une femme avance, c'est-à-dire elle fait un pas en avant, aucun homme n'en fait un en arrière. C'est un principe intéressant. C'est-à-dire que l'empowerment, non, c'est-à-dire le renforcement des capacités d'action et de réflexion des femmes dépend beaucoup des changements de mentalité chez les hommes. C'est évident, bah oui, c'est évident, mais il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique, et elles le mettent en pratique. Les femmes zapatistes qui sont majoritaires, non, démographiquement, elles accèdent maintenant, à la différence des structures gouvernementales officielles, plus facilement à des postes de responsabilité politique, éducative, sanitaire. On leur reconnaît leur engagement désintéressé, des fois plus facilement qu'à leur propre mari. Mais aussi bien mes collègues chercheuses féministes, que j'apprécie beaucoup, que le défunt, Marcos, le défunt, reconnaissent qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir vers l'égalité dans la diversité. Non ? On n'arrive pas à une parité, on ne peut pas la décréter. Si, le ZLN l'a décrété dans sa structure militaire. Mais quand il s'agit d'une structure démocratique, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à une certaine parité. Hein ? Je ne défends pas du tout l'idée que la démocratie représentative est démocratique dans le sens que la défendent les zapatistes. Un peu. Donc la relation avec les non-zapatistes, elle est compliquée des fois, mais il ne faut pas non plus voir les choses trop en noir, parce qu'à part l'agitation et la provocation de certains groupes paramilitaires instrumentalisés, etc., en général, ce sont des relations de paix, non, et même d'échange et de bon voisinage. Non, parce qu'il y a une reconnaissance par les non-zapatistes de la légitimité de ces conseils autonomes, non, pour régler les conflits entre zapatistes et non-zapatistes, et même entre non-zapatistes. Ils se rendent compte que la justice de l'État coûte cher, il ne sert à rien. Non, donc il y a un nombre élevé de non-bases zapatistes qui développent l'autonomie, on a certains amis, et qui partagent des valeurs, qui sont formés aussi dans l'Église, et parfois sont passés à des cultes protestants. Donc, les zapatistes impulsent au niveau national tout un réseau qu'on appelle le Congrès national autochtone, le Congrès national indigène. Non, ils vont se réunir toute la semaine prochaine, c'est très intéressant. Mais ils ne vont pas se réunir seulement en grandes assemblées. Non, ils vont aller dans les familles, un par un, dans une famille, et ils participent à cette escuelita, à cette petite école. Le premier cours, il s'appelle « La liberté selon les zapatistes », « Los y las zapatistas ». Donc le premier cours, je crois qu'il s'agit de prendre la machette et d'aller travailler dans les champs. Et après, on en reparle. Donc cette escuelita est un effort de formation des sympathisants, sympathisants anticapitalistes, qui mènent des projets autogestionnaires sous d'autres latitudes, mais aussi en interne. C'est un processus de formation interne, pour renforcer les capacités de communiquer cette expérience. Ça, c'est une expérience géniale. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont pu y participer. En 2013, donc, il y a toute cette relance d'activités de mobilisation, puis une centaine d'organisations indiennes dans tout le pays. Et en août dernier, on a assisté à une pléthore de dénonciations pour spoliation des ressources naturelles, surtout par des firmes canadiennes, états-uniennes, qui travaillent dans les mines, pour exploiter les ressources naturelles. Aussi la répression, la criminalisation de l'action politique. Donc l'État n'est pas seul responsable, les firmes transnationales aussi, qui prennent une place grandissante dans le contrôle des territoires. Donc, ces réunions régionales des militants autochtones font écho donc, à des luttes éparpillées dans tout le pays, diverses, qui essaient de se fédérer sans que le ZLN
contrôlent ce mouvement. Eux, ils essaient vraiment de se mettre en retrait. Je fais une petite parenthèse justement sur l'état de Oaxaca, avant de conclure, avec l'envergure d'une proposition d'intellectuels zapotèques, un grand peuple de Oaxaca. Ils ont développé l'idée du communalisme. Donc, je renvoie aux travaux de Yvon Le Botte, dans la grande révolte indienne. Donc, le communalisme repose sur un ensemble de pratiques communautaires constitutives de ce nous autres, ce nosotros, qui contribuent à la construction permanente d'un nous singulier pluriel. Donc ce système des charges dont on a parlé, ce système de pratiques d'assemblée dont on a parlé, mais aussi un autre pilier, celui du travail collectif. J'en ai pas parlé beaucoup. C'est-à-dire, c'est un travail obligatoire de tous les hommes du village, pour faire des travaux d'infrastructure locale. Donc souvent c'est le dimanche, mais on discute et ça prend du temps et on prend des décisions tous ensemble pour voir ce qu'on peut faire. Et puis aussi, il y a un autre pilier, c'est celui du système des fêtes. Les fêtes sont importantes parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour les fêtes. Et c'est aussi une question de légitimation de l'action. Donc 20 ans plus tard, les zapatistes ne se placent pas en modèle donneur de leçons, mais plutôt en exemple éthique. C'est ce que je vais développer dans la conclusion. Et cette expérience de la petite école, où les zapatistes reçoivent chez eux ces militants nationaux et internationaux, montre aussi que cette construction d'un nous singulier pluriel, d'un nous autre, présente des limites, des difficultés, comme celle du commander en obéissant. C'est pas toujours facile de construire cette horizontalité. C'est même impossible, ils le reconnaissent. Il y a toujours des relations de verticalité qui peuvent venir se greffer. Donc ils cherchent, ils tâtonnent, ils tirent les leçons des erreurs pour rectifier le tir. Donc le zapatisme, en tant que mouvement, est significatif d'un changement du paradigme révolutionnaire. On ne parle plus de la prise de pouvoir de l'État, sinon plutôt d'un pouvoir communal. Donc on ne parle plus tellement de révolution, sinon plutôt de rébellion, ancrée dans le temps, dans l'espace. Donc en devenant indien, le mouvement a acquéri, 100% indien d'ailleurs, le mouvement a acquéri des caractéristiques d'horizontalisation, d'autogestion, d'affirmation des identités ethniques, où la dignité n'est plus une demande, mais plutôt une quête dans la réalité quotidienne, et qui font écho d'autres mouvements indiens en Amérique latine, et qui irriguent d'autres rébellions. Le zapatisme, on le sait, est précurseur et en phase avec des mouvements sociaux dans les 20 dernières années. Il suffit de penser au mouvement Alter Globalisation, surtout au mouvement des indignés, los indignados, de New York à la Plaza del Sol à Madrid. Donc, cette construction d'affinité par réseau, ces réseaux de correspondance, nous aide à renouveler le langage politique, poétique, et souvent humoristique des propres zapatistes, mais toujours depuis une perspective de non-violence armée. Donc le zapatisme est un mouvement d'un nouveau type, autonomiste, pluraliste, inspirateur pour d'autres contextes de lutte sociale, mais en même temps qui peuvent être en même temps en milieu urbain, comme dans la périphérie de Buenos Aires, la capitale argentine, et même dans le quartier latino de New York, El Barrio, comme on l'appelle. Une expérience très intéressante. Donc il n'y a pas du tout de repli local, mais plutôt un repli stratégique pour mieux avancer vers l'extérieur. La construction d'un nous en tant que sujet singulier, pluriel, autonome, collectivement, où l'horizon des luttes nous mène à penser à des changements qui préfigurent la dignification des sujets, comme horizon implacable des luttes, mais surtout une éthique, un horizon éthique, respecté par la gauche non partisane en général. Ils ont plus de mal avec la gauche des partis traditionnels, qui est très minoritaire au Mexique. C'est un pays vraiment ancré à droite au niveau électoral.
Les leçons données par le zapatisme au Mexique et par de nombreux mouvements indiens antérieurs, indiens et non indiens, comme je l'ai dit, le mouvement des Santeros au Brésil, mais aussi en Colombie, le Cauca, les organisations critiques envers Evo Morales en Bolivie, c'est compliqué là. La réalité des peuples indiens en Bolivie, surtout la question dans l'Amazonie bolivienne. Non, tous ces nombreux mouvements semblent aller dans une direction plus universelle de la construction d'un nous, un nous émancipé des structures de domination, libéré toujours plus de l'intériorisation de cette domination, de l'incorporisation de cette domination, grâce à une lutte permanente pour la construction de niveaux profonds d'autonomie politique au plan collectif, sans pour autant effacer l'idée d'un sujet individuel, d'un sujet singulier, ce qui serait ainsi en jeu, donc, ce serait la construction collective, autonome de l'autonomie par rapport à l'État, par rapport aux églises, par rapport aux ONG, bien sûr, non, en cherchant à décoloniser, à nous décoloniser. Nous, comme chercheurs, on a besoin d'abord de décoloniser nos propres sciences, non, nos propres regards. Mais les peuples nous invitent à faire cela quand ils cherchent à décoloniser leur rapport au savoir, leur rapport à l'histoire, à la nature, etc. Où les liens sociaux, ces liens d'interdépendance et de solidarité, se nouent dans la diversité des nous, dans la diversité des nous autres, à partir de l'idée d'un impératif éthique, non, de construire partout et sans relâche des nous autres singuliers pluriels, singulièrement pluriels et pluralisants, et pluriellement singuliers et singularisants. Merci beaucoup.